arriver des facteurs d'évolution très importants dans ce secteur, qui sont marqués par une transformation sociétale considérable qui se manifeste à travers plusieurs tendances. Vous savez, souvent, quand on rencontre les gens dans notre métier, on nous dit « Qu'est-ce que vous pensez de la hausse des taux d'intérêt ?» Aujourd'hui, on est à moins de 1%. On n'a pas l'impression que ça va monter parce que pour que ça monte, il faut qu'on ait une croissance stable, durable et forte dans le long terme. Ce n'est pas la tendance lourde aujourd'hui. Je dis souvent que quand j'ai commencé à travailler, les taux d'intérêt étaient à 15 ou 16%. Donc on a pu survivre à ça. Et nous avions des inflations aussi dans les mêmes zones. La deuxième question qu'on me pose en général, c'est « Et alors le Brexit ?» Alors là, si quelqu'un sait dans la salle ce qui va se passer avec le Brexit, je suis preneuse, parce que je pense que même les Anglais, pour une fois, ne savent pas ce qui va leur arriver. Et ce n'est pas ce qui se passe dans notre environnement. Mais nous, on voit chez Gecina, et c'est comme ça que nous avons orienté notre stratégie, des tendances lourdes beaucoup plus importantes que ça, qui traversent ces tendances soit géopolitiques, soit socio-économiques auxquelles nous faisons face. La première, c'est la tendance de l'urbanisation et de la métropolisation, mais la métropolisation dans des zones les plus centrales autour des transports, des transports publics, et dans des zones où on trouve la mixité d'usage, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois des logements, des bureaux, du commerce, du loisir, des études, et qu'il y a cette activité, cette vie. Cette urbanisation, c'est une tendance lourde mondiale. La ville de Paris, qui est une ville-monde, n'y échappe pas, enfin la ville de Paris au sens large, pas simplement autour du périphérique, à l'intérieur du périphérique. Nous pensons, enfin les économistes pensent qu'à horizon 2050, voire même plus tôt, plus de 70% de la population mondiale habiterait en ville. La deuxième tendance lourde que nous voyons, c'est cette transformation profonde auquel vous faisiez allusion, notamment à travers le coworking, mais pas simplement ça. L'arrivée des technologies et surtout l'accessibilité des technologies dans nos vies et l'Internet fait que nous avons changé collectivement de mode de vie et de travail, et de façon très très profonde. Et ces transformations entraînent des façons d'appréhender le travail qui deviennent extrêmement diverses et très flexibles. J'en veux pour preuve toutes ces modalités, ces palettes qui peuvent exister, le télétravail, le coworking, le travail partagé, bref, tous les mots peuvent exister. Au fond, c'est la même chose. Vous faisiez allusion à Uber, Uber qui est dirigé par un Iranien, Dara Khosrowshahi. Donc, finalement, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Mais Uber, qu'est-ce qu'il a apporté ? Au fond, le métier de taxi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore pas si longtemps que ça, à Paris déjà, pour appeler un taxi dans la rue, il fallait se lever tôt. Quand vous l'appeliez, il ne vous répondait pas, il ne vous ouvrait pas la porte, il mettait sa radio plein pot, il ne disait pas bonjour, pas merci, il fallait avoir de l'argent liquide, et puis il vous disait où est-ce qu'il voulait aller, sinon il ne vous prenait pas. En gros, c'est ça. Rien que l'effet de Uber de considérer que dans le taxi, il y a un client et pas simplement un usager qu'on embarque, c'est transformant, y compris chez G7. Donc on voit bien qu'il y a un effet positif. C'est pareil dans l'hôtellerie avec Booking.com ou Airbnb, c'est pareil dans d'autres domaines. WeWork, c'est aussi un peu ça, ces transformations et le fait de dire ça ne s'adresse pas simplement aux petites entreprises, aux start-up, mais ça s'adresse également aux grandes entreprises dans notre façon de travailler et nous changeons rapidement de mode de vie, ce qui quand même, d'un point de vue sociologique et anthropologique, c'est très transformant. La troisième tendance lourde que nous voyons et qui est très importante, c'est cette urgence climatique. Nous ne pouvons plus y échapper. Ce n'est plus une affaire de communication. Vous savez, la RSE, il y a encore 5 ans, c'était à qui mieux qui communiquerait sur tel label, tel ceci, tel cela. Ce n'est plus le cas.
c'est une affaire très importante. On voit bien que dans le grand débat, d'ailleurs, cette affaire de l'histoire de l'écologie sort très très haut dans les demandes des personnes qui ont été interrogées, qui ont participé aux travaux et aux contributions. Et on voit bien que ces 3 révolutions sont transformantes dans la manière dont on doit voir les choses. Face à cela, chez Gecina, nous essayons d'y répondre de 3 manières. D'abord par la centralité, et nous sommes à Paris, à 97% de notre patrimoine. Les 3 autres pourcents, ce sont les résidences étudiantes qui sont dans les villes universitaires. Nous sommes une société opérante, donc il faut être là où on sait faire. Nous ne sommes pas un investisseur qui investit un coup ici, un coup là, un coup dans tel domaine, un coup dans tel... Il y a des choses qu'on ne sait pas faire, il vaut mieux s'intéresser au marché qu'on connaît. Alors quand on dit on est à Paris, on est concentré, on peut penser qu'on a un grand risque. On a 1,5 million de mètres carrés sur un marché de bureaux parisiens qui représente 55 millions. Donc c'est quand même un marché extrêmement morcelé, dispersé. On n'est pas encore dans la concentration à ce point-là. Mais en revanche, c'est un marché important. Nous avons pris le virage d'aller vers une réflexion, une stratégie de rendement global et de nous concentrer dans les lieux les plus importants. Et notre patrimoine, aujourd'hui, constitue en grande partie des clusters d'immeubles qui sont dans des quartiers très proches. Toujours pareil, je ne parle pas des quartiers centraux d'affaires, mais des quartiers qui sont des quartiers où on a cette mixité d'usage et qui est importante. Le défi numérique, cette transformation que nous vivons, c'est un défi très important qui nous amène à regarder la manière dont il faudra qu'on transforme nos métiers, mais aussi qu'on forme nos collaborateurs et qu'on accompagne les besoins de nos utilisateurs, y compris dans les immeubles d'habitation, parce qu'il faut qu'on apporte ces services-là, parce qu'il faut qu'on apporte les services de 5G, parce qu'il faut qu'on apporte la capacité de répondre rapidement avec le CRM, avec tout un tas d'outils. Et on a besoin d'équiper nos immeubles. La 5G va être transformant, va créer aussi des risques, et avec les capteurs, avec la capacité de gérer à distance. Et puis le défi énergétique, cette transition énergétique qui devient important. Nous, entreprises, nous sommes dans un secteur, alors j'ai dit au début que ce secteur est un secteur extrêmement important et contributeur à l'économie nationale et très locale, mais c'est aussi un secteur très polluant avec l'automobile. Nous avons besoin de nous transformer parce qu'il n'y a pas le choix, parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Moi, je suis d'une génération née en 56 qui a consommé sans compter, sans le savoir, sans avoir conscience. Aujourd'hui, nous en avons conscience, nous devons nous en tenir compte pour faire au mieux, pour réparer, on ne pourra pas tout corriger, mais réparer au mieux ce que nous avons mal fait. Aujourd'hui, Gecina, sur Paris, avec 5600 logements traditionnels, sous le contrôle de mes collègues au premier rang, est le plus grand propriétaire privé locatif. Sur le nombre de logements qu'il y a en Île-de-France, ce n'est pas représentatif. Donc on a un problème de production, de besoins et de répondre à ces besoins. Et c'est normal, et d'ailleurs on voit bien que les investisseurs, par l'intérêt et l'attrait qu'il y a pour le logement, y reviennent. Sur le bureau, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le bureau, le vrai sujet, c'est d'abord la centralité. La deuxième chose, quand on parle pas des prix au mètre carré, parce que c'est pas tout à fait ça, mais du loyer, parce que l'économie, c'est le loyer. En vérité, le loyer au mètre carré, avec la densification et la qualité des immeubles qu'on construit, comme m'a dit un analyste à Londres, on ne doit plus raisonner comme ça, on doit raisonner loyer par poste. Et en fait, en loyer par poste, nous ne sommes pas encore, parce qu'évidemment, on raisonne toujours, si j'ose dire, en francs courants. Il faut le faire en francs constants, c'est-à-dire enlever l'inflation, etc., et regarder ce qu'on offre. En fait, la centralité devient tellement importante que nous ne sommes plus dans l'idée de dire « Ok, je vais envoyer les gens, je ne sais pas moi, à Val-de-Fontenay ou ailleurs, ou à Cergy-Pontoise, ou peu importe. On a besoin d'accueillir les bons collaborateurs. Le business prime. » Étienne Vandeville, Wavestone. Vous avez cité 3 tendances lourdes. Et parmi ces 3 tendances, l'urgence climatique. Le parc d'immeubles d'aujourd'hui sera le parc de demain pour une grosse partie. Il a besoin d'être adapté pour le rendre plus connecté, évolutif, recyclable,
l'adapter aux nouvelles méthodes et nouveaux modes de travail, de vie, le tourner vers les usages. Ma question est très simple. L'immeuble de demain sera beaucoup plus vert et l'immeuble vert peut-il être rentable ? 2006, nous sommes dans la campagne électorale en France. Vous vous souvenez de l'intervention de Nicolas Hulot qui a fait signer une charte à tous les candidats, qui l'ont signée d'ailleurs, sur l'urgence climatique déjà à cette époque-là. Moi, j'avais un immeuble à l'époque, situé au Pont-de-Sèvres. Vous voyez Darty Pont-de-Sèvres, comment c'était avant. On était on voulait construire un immeuble neuf à cet endroit. On est allé avec l'architecte Jean-Marie Charpentier, paix à son âme, voir le CSTB en 2003 pour leur dire, voilà, on veut construire un immeuble neuf. On sait que vous développez la norme HQE. Tenez, prenez cet exemple et dites-nous comment on peut être vertueux dans ce cas-là. On est en 2006, commercialisation bitotale. À l'époque, les commercialisateurs disaient il y aura 2 catégories d'immeubles, les immeubles vertueux et chers en loyer et les passoires énergétiques et pas chers. Les candidats signent cette charte, il se trouve que c'est Sarkozy qui est élu, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et lancent le Grenelle de l'environnement, etc. Tout de suite derrière, cet immeuble s'est loué en très peu de temps. Pourquoi ? Parce que plus personne, aucune entreprise ne pouvait dire « Ah non, je vais mettre mes collaborateurs dans une passoire énergétique, mais c'est pas cher. » Donc, cette tendance lourde, on ne revient pas en arrière. En vérité, on ne fait pas des allers-retours dans ce domaine-là et les rentabilités s'adaptent. Est-ce qu'il faut beaucoup d'investissement ? Oui. Mais est-ce qu'on peut ne pas investir ? Ne pas investir, c'est de créer des non-valeurs. Alors moi, je pense qu'une non-valeur, c'est beaucoup plus dangereuse qu'une valeur qui a une rentabilité moindre sur le papier à un instant T, mais qui, dans la durée, sera beaucoup plus rentable. Sur le même thème du réchauffement climatique, on fait face tous les jours au réchauffement climatique, et donc la température augmente tout simplement, mais comment l'immobilier va aussi devoir trouver des réponses pour rafraîchir tout simplement l'intérieur et pour faire face à cette tendance du quotidien, finalement, tout en évitant d'avoir un impact encore plus fort sur le climat. C'est le cercle vicieux. Comment en sortir ? C'est la question qui nous occupe et nous préoccupe tous les jours, parce que le réchauffement climatique a des impacts complémentaires en CO2. Toute la technologie dont on parle, qu'on va embarquer dans nos immeubles, évidemment, utilise l'électricité. Donc, l'électricité dégage de la chaleur et des effets de CO2, etc. Donc, tout ça, c'est très lié et vous avez raison. Là, il n'y a pas de réponse facile, immédiate. Mais je peux vous dire qu'on y travaille. On y travaille même en utilisant... alors, ça dépend si c'est moi qui vous raconte l'histoire ou si c'est mon mari qui est français, d'où le nom de Brunel, et qui, depuis 40 ans, avec ma mère, débattent est-ce que c'est les Iraniens qui ont inventé les choses ou les Français. Donc, vous voyez, on a ce genre de débat à la maison. C'est la technique de la termitière, en fait. Il faudra qu'on crée ça. Vous savez que les termitières sont des cellules qui sont quand même très fermées. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais qui permettent de rafraîchir et de faire du renouvellement d'air sans trop de rejet de CO2. Il y en a quand même. Fabrice Coudray, cabinet Robert Half. Vous avez parlé tout à l'heure d'un déficit d'offres par rapport effectivement au marché locatif résidentiel. On voit la Défense construire et beaucoup de rénovations de tours. L'offre semble plus importante que la demande. Quel est votre avis sur ce point et comment projetez-vous le marché sur les prochaines années par rapport à l'immobilier de bureau ? Merci pour cette question. D'abord, sur la Défense, il était absolument indispensable de rénover ces tours de première génération en grande partie, très énergivores, très peu efficaces, très peu agréables en fait. On avait très peu agréable. À la fin, on n'avait plus envie de rentrer dans ces immeubles-là. On était un peu par la décoration, les plafonds bas. Enfin, bref, il y avait quand même cette nécessité-là. La réversibilité en logement n'est pas toujours évident. N'est pas toujours agréable. Je veux dire, vivre dans une tour, mais sans avoir un balcon, sans avoir des espaces verts, etc., c'est quand même très compliqué. Donc ça ne se fait pas aussi facilement. En revanche, il n'y a pas... La vacance à la Défense a baissé. La Défense est le plus grand quartier d'affaires d'Europe.
mais où il fallait absolument, qui a été créé encore une fois en 58 après-guerre, de façon très étatique, très programmation étatique, d'ailleurs avec des codes d'architecture extrêmement fantaisistes, des parallélépipèdes rectangles d'une certaine hauteur. Donc, voilà. On voit maintenant arriver une architecture plus variée, plus moderne, mais enfin c'était quand même très et puis dans certains coins c'était extrêmement dense. On pouvait passer le sel par la fenêtre si on pouvait ouvrir les fenêtres. Si vous voulez. Nous sommes aujourd'hui en train de voir ce marché se modifier. Nous avons besoin d'un quartier d'affaires de cette qualité-là, comme d'ailleurs Paris est un quartier d'affaires, comme d'ailleurs Boulogne ou, je sais pas moi, le 13e arrondissement ou Saint-Ouen, Saint-Denis peuvent l'être. On a besoin d'avoir des quartiers d'affaires diversifiés à différents endroits. Mais aujourd'hui, la vacance à la Défense est plutôt faible. On est aux alentours de 5%, qu'on considère comme le turning point. Et il faut que l'offre soit adaptée à la demande. Là aussi, les gens ne vont pas dans des immeubles qui ne sont pas adaptés. Plus personne ne loue parce que c'est pas cher dans un immeuble en disant bon c'est pas cher, je vais mettre les équipes administratives. Pourquoi ? Parce qu'en plus la digitalisation, la technologie fera disparaître ces métiers-là au profit des métiers de service et à valeur ajoutée. Donc cette transformation est en cours. Maintenant, en matière de besoin de bureaux, je pense qu'il faudra réfléchir et ne pas forcément imaginer de construire des bureaux à la campagne. C'est ce que fait d'ailleurs la Société de Grand Paris avec tous ses réseaux de métro et la réflexion qui est menée autour des gares. C'est pas simplement pour construire des immeubles de bureaux, mais des immeubles, des programmes beaucoup plus mixtes, beaucoup plus variés, beaucoup plus à usage multiple. Donc on est dans un monde qui est très transformant. J'espère que les efforts du gouvernement pour simplifier le code de la construction vont aboutir, parce que je peux vous dire qu'il y a quand même des cas, je vais vous en citer un exemple assez impressionnant et assez contradictoire, on ne comprend pas pourquoi. Mais en revanche, globalement, on doit arrêter de construire des bureaux partout. Maintenant, le vrai sujet des bureaux, pendant très longtemps, a été pour les communes. Bureau égale, je récupère des taxes, et logement égale, ça va me coûter. Donc voilà. Je pense qu'on a dépassé cette étape-là, qu'il y a une vraie conscience. Je le vois à la MGP, où je travaille aux côtés de Patrick Ollier et avec l'ensemble des maires des différentes communes de la MGP. Il y a cette MGP, c'est Grand Paris. La métropole de Grand Paris, la zone dense, si vous voulez, mais aussi la région avec Madame Pécresse, mais aussi toutes les communes, évidemment, avec Anne Hidalgo, avec Jean-Christophe Fromentin, Christophe Baguet, etc. On voit bien, Pierre-Christophe Baguet, on voit bien cette transformation qui se fait, de prendre conscience qu'un équilibre est plus important que d'être monomaniaque et dans un seul secteur, et que cette mixité d'usage et cette qualité de mode de vie en commun, et surtout aussi d'urbanisme, derrière, vous avez vu la semaine dernière avec Fromentin et les allées de Neuilly, comment ça va être transformant. Cette prise de conscience existe et tout le monde va dans le même sens. Donc c'est plutôt une bonne chose et quelque chose d'important.